objectif, c'est-à-dire si on devait se placer au statut initial du sol, on a un pH donné, le modèle ne simule pas l'évolution de pH en fonction de certaines pratiques, quoi. Donc il faut que ça puisse être renseigné, ou ça peut être quelque chose qui pourrait être développé à l'avenir. Mais en tout cas, les variations intra-annuelles, on a peu de moyens de travailler sur cet aspect, hein. Si je peux me permettre, Hugues, c'est le fait qu'on travaille, alors au moins en système labouré, sur des profondeurs de jusqu'à 30 centimètres, on n'a pas la même variabilité intra-annuelle du pH que ce qu'on peut mesurer en surface dans les premiers centimètres. Après, dans les systèmes non travaillés, c'est différent, peut-être. Voilà. Bon, je sais pas si ça répond à la question, mais voilà, c'est une valeur assez générale qu'on utilise et on est au pas de temps annuel et les dynamiques qu'on simule sont quand même de long terme. Donc voilà, on ne tient pas compte finalement de cette finesse sur les changements de pH, hein. D'accord, merci. Mais peut-être un point à travailler pour l'avenir et pour des modèles qui seraient plus, qui auraient des temps plus courts aussi, hein. Voilà. Merci, je pense que ça répond tout à fait à la question. Donc, question suivante, donc adressée à Jean-Christophe Mouny, sur donc l'utilisation du coefficient isomique ou peut-être du C sur N également, je ne sais plus, plutôt que l'ISMO ou d'autres indicateurs pour l'évolution des résidus de culture et des couverts végétaux. Oui, bah, justement, en fait, l'équation proposée par Eric Juste, qui prend en compte le C sur N des résidus de culture, est basée justement sur des cinétiques de décomposition de base. Donc finalement, de manière indirecte, en utilisant le C sur N du résidu de culture, on utilise également les cinétiques de décomposition. Ensuite, pourquoi ne pas utiliser un indicateur comme l'ISMO? Parce que en fait, finalement, utiliser comme disait le soulevait Sylvie Recou dans le chat, finalement, c'est que le C sur N, c'est un bon indicateur quand même ouais, voilà, c'est simple, c'est facilement accessible et c'est un faible coût finalement d'obtention, contrairement à un ISMO. Après, par exemple, l'ISMO, nous, on l'a utilisé notamment dans le cadre d'AMG pour notamment le bois de taille, où on avait des valeurs d'ISMO pour le bois de taille, et en utilisant l'équation de Stix pour le C du bois de taille, pour la vigne, donc du coup, on avait des valeurs qui étaient équivalentes à ce qu'on obtenait par l'ISMO. Enfin, étaient équivalentes à l'ISMO. Ouais. Et je peux me permettre de rajouter ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que pour les travaux de Florent Levavasseur là, qui ont permis de paramétrer notamment le coefficient d'humification des pros, ces coefficients d'humification, ils sont d'une manière générale relativement bien corrélés avec l'indice de stabilité ISMO, hein. Merci Hugues pour la précision. Et merci à Jean-Christophe pour sa réponse. Tout à fait, merci beaucoup. Donc ensuite, on avait quelques questions pour Sylvain Pellerin, donc sur les demandes de précision, donc sur les hypothèses de départ des calculs sur les intercultures, leurs modalités d'implantation, etc. Quelles sont les hypothèses qui ont été prises en compte et donc à quelle échelle de temps se font les simulations de stockage dans le sol, donc quand est-ce que s'arrête l'effet bénéfique? C'est comme ça qu'était formulée la question. Oui, alors, oui, moi j'ai vu trois catégories de questions. Il y a des questions, oui, sur ce que vous dites là, des demandes de précision, sur la durée des cultures intermédiaires, sur la densité d'arbres en agroforesterie, etc. Bon, tout ça, les réponses, elles sont dans les documents que vous pouvez consulter. Donc, il y a 3 niveaux de documents. Il y a le rapport complet en ligne où tous les calculs qui ont été faits, toutes les hypothèses qui ont été faites sont données dans le détail. Et avec, comme le signalait Laure, des
fichiers de données associés. Il y a ensuite une synthèse de l'ordre d'une centaine de pages, et puis il y a un résumé de la synthèse qui doit faire, je ne sais plus si c'est 4 ou 8 pages. Voilà, donc il y a tous les niveaux de précision souhaitée. Ensuite, la question sur l'échelle de temps, ben oui, on a fait des simulations sur 30 ans. Donc, il y a effectivement des effets à plus long terme que l'on n'a pas regardé, hein, avec un stockage qui s'arrête, puisque forcément, plus on avance dans le temps, plus on va se rapprocher d'un état d'équilibre, et donc le stockage additionnel, enfin, il n'est pas infini. Peut-être par rapport à cette question-là, j'associe un peu la question des tendances existantes avec les pratiques actuelles, puisque c'est effectivement un point que l'on a travaillé. Ce que nous dit la biblio et ce que nous disent nos simulations, c'est la chose suivante. Ce que dit la biblio, c'est que bon, dans les systèmes de grande culture, on est plutôt en décroissance de stock. On est un petit peu méfiant quand même par rapport à ces valeurs, parce qu'on ne fait jamais bien la part des choses entre est-ce que cette décroissance est due au système de culture actuellement pratiqué et ou au fait qu'un certain nombre de grandes cultures étaient autrefois des prairies, et donc on a hérité d'un stock plus élevé, et donc on a encore cet effet changement d'occupation du sol. Voilà. Mais ce que nous disent nos simulations, même s'il faut les prendre avec précaution, hein, c'est que dans les systèmes de grande culture pure, effectivement, les simulations nous disent en moyenne, en France, on est en légère décroissance. Par contre, dès lors qu'il y a des prairies temporaires dans les systèmes de grande culture, on est en croissance. Donc, un très fort effet de la présence des prairies temporaires. Et puis, en prairie permanente, ce que dit la biblio, c'est qu'on est en croissance. Ce que disent nos simulations, c'est qu'on est, oui, en croissance, mais beaucoup, beaucoup moins que ce que disent certaines références biblio. Bon, et donc, on a été amené à revoir quand même assez fortement à la baisse certaines valeurs qui traînent dans la littérature, qui attribuent aux prairies permanentes un stockage de 500-700 kilos par hectare et par an. Bon, on est beaucoup moins que ça. Voilà, et puis pas mal de questions sur, alors ça c'est très classique, hein, sur le non-labour, qui suscite toujours beaucoup de débats, mais je vois que Claire a répondu. Bon, autant sur les leviers comme les cultures intermédiaires, etc., on est très à l'aise parce que la biblio est très cohérente, convergente. Quand on met des cultures intermédiaires, il y a des entrées de carbone en plus, et il y a du stockage de carbone en plus. Concernant le non-travail du sol, la biblio, elle est plus contrastée. Il y a des endroits où ça stocke, il y a des endroits où c'est pas le cas. Voilà, donc ça, c'est du coup, on est c'est pas très confortable. Ce qui semble émerger, c'est que oui, quand on prend l'horizon labouré, il y a en général un stockage additionnel. Par contre, quand on prend toute la profondeur de sol, c'est beaucoup moins sûr. C'est ce qu'indiquait Claire. Hein, on a plutôt une redistribution du carbone dans le profil que réellement un stockage additionnel. Et c'est ce qui nous a conduit à ne plus considérer cette pratique stockante quand on considérait la totalité du profil de sol. Voilà, alors par ailleurs, le non-travail du sol a tout un tas d'autres avantages, vertus, moins de consommation de carburant, un intérêt vis-à-vis de la préservation de la faune du sol, etc. Bon, aussi des difficultés un peu accrues du côté de la maîtrise des adventices, etc. Mais ça ne semble pas être un des leviers majeurs si on veut faire du stockage additionnel de carbone à des fins enjeux climatiques. Il y a d'autres leviers,
toutes celles qui concernent les entrées de carbone supplémentaires dont on est beaucoup plus sûr. Beaucoup pour cette réponse complète qui, je pense, je suis sûre, aura répondu à toutes les interrogations des personnes qui ont posé ces questions-là. Pour ma part, je ne vois pas sur le chat d'autres sujets auxquels on n'aurait pas répondu, soit à l'écrit, soit oralement. Donc, voilà, je vous propose qu'on arrête là cet épisode de questions-discussions de la matinée. Tu as ton micro coupé, Annie. Merci. Bon, Annie, je ne sais pas si tu es encore avec nous. En tout cas, on ne t'entend plus. Ah, pardon. Oui. Je remercie tous nos orateurs et Marie-Laure pour l'animation de la matinée. Et je donne rendez-vous à tout le monde à 14h précise, malgré la pause déjeuner raccourcie. On va décaler un peu quand même pour laisser un peu de temps quand même de se restaurer. Donc, allez, on se donne un quart d'heure de plus, mais pas plus parce qu'effectivement, après, ça décale un peu l'ensemble du reste de la journée. Donc, allez, 14h15, grand maximum, on se donne rendez-vous pour déjeuner. Je du président. Ok. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci. Merci, à tout à l'heure.